monde. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrai du Faux. Donc avant de commencer, petite parenthèse, j'ai pu constater que des commentaires étaient envoyés sur ma chaîne, donc jusque là tout est normal. Et quand je suis retourné avec un autre compte sur ma chaîne, j'ai vu que les messages ne s'affichaient pas. Donc une sorte de censure, enfin ça ne vient pas de moi. Donc alors, nous avons laissé Hitler à Lille, où il avait reçu l'ordre de marche avec son régiment pour aller sur la zone de front. Le régiment d'Hitler est rattaché à la 54e division de réserve, composée essentiellement de Winterthur-bourgeois, où justement ils sont envoyés au front pour soulager des unités en difficulté. Donc ils sont engagés dans la première bataille d'Ypres, ou la première bataille des Flandres. Donc eux ils sont engagés du 28 octobre au 1er novembre, en sachant que la plus grosse partie des combats pour son régiment sera du 29 au 31 octobre. Hans Med, qui est devenu le messager personnel du colonel List, dira « Le matin de cette bataille sera le dernier réveil pour beaucoup de mes camarades. Le ciel était rouge flamboyant, des villages en flammes. À la tête du régiment, le colonel List était en marche, et je voyais un homme plié en deux marchant avec son pactage. C'était Hitler. Je me demandais comment cet homme aussi maigre pouvait transporter son pactage au complet. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les Allemands ils sont encore en mode garde-mouvement, et vont se retrouver justement face à des positions anglaises, qui eux ils commencent vraiment à faire déjà une guerre de position. En fait ils ont inondé une grande partie de la zone des combats, et dans les autres parties ils ont creusé des tranchées, et là ils n'ont pas pu creuser des tranchées, ils ont mis des sacs de terre avec des mitrailleuses, ce qui rendra toute attaque allemande périlleuse. Donc nous avons quelques exemples de ces combats écrits par Hitler à Ernst Epp. Donc Ernst Epp c'est l'avocat d'Hitler et ami, et bon il lui écrit des courriers où il explique un peu ses combats. Donc alors, nous sommes sortis d'une position, et avons couru à travers les champs vers une petite ferme. Des éclats d'obus éclataient à gauche et à droite de nous, et les balles anglaises sifflaient, mais nous n'y avons prêté aucune attention. Pendant 10 minutes, nous sommes restés là, puis encore une fois on nous a ordonné d'avancer. J'étais juste devant tout le monde dans mon peloton. Le chef de section, Stoever, a été touché. Bon Dieu, j'avais à peine le temps de réfléchir. Les combats commençaient sérieusement, parce que nous étions dehors et nous devions avancer rapidement. Le capitaine était à la tête. Les premiers de nos hommes commençaient à tomber. Les Anglais avaient installé les mitrailleuses. Nous sommes jetés à terre et avons rampé lentement le long d'un fossé. De temps en temps, quelqu'un était touché. Nous ne pouvions pas continuer et tout le groupe était coincé là. Nous avons dû sortir des blessés du fossé. Nous avons continué à ramper jusqu'à la fin du fossé. Puis nous avons de nouveau été en plein champ. Nous avons couru 15 à 25 mètres, puis nous avons trouvé une grande mare d'eau. L'un après l'autre, nous sommes mis dedans et nous sommes abrités. Nous avons repris notre souffle. Mais ce n'était pas un endroit où se coucher et attendre. Nous sommes repartis à toute vitesse dans une forêt qui se trouvait à une centaine de mètres devant nous. Là, après un certain temps, nous sommes tous retrouvés. Mais la forêt commençait à paraître terriblement petite. À ce moment-là, je me retrouvais avec Smid, donc le gars à gauche sur la photo. Nous avons rampé sur le ventre à la lisière de la forêt, tandis que les obus sifflaient et gémissaient au-dessus de nous, déchiraient des troncs et des branches et les arbres étaient en lambeaux. Puis, les obus sont redescendus à la lisière de la forêt, projetant des nuages de terre, de pierres et de racines, et enveloppant le tout d'une vapeur dégoûtante, écœurante et vert jaunâtre. Nous ne pouvons plus rester ici. Si nous devions être tués, il valait mieux mourir en plein air. Puis le major est venu. Donc pour les Allemands, le major c'est le commandant. Une fois de plus, nous avons avancé. J'ai sauté et j'ai couru aussi vite que possible à travers les prairies et les champs de betteraves, sautant par-dessus les tranchées, les haies et les enchevêtrements de barbelés. Puis j'ai entendu quelqu'un crier devant moi. « Ici tout le monde, ici !» Il y avait une longue tranchée devant moi, et en un instant j'avais sauté dedans. Il y en avait d'autres devant moi, derrière moi, à gauche de moi, à droite de moi. À côté de moi, il y avait un Winterberger, et sous moi, des Anglais morts et blessés. Les Winterbergeois avaient pris d'assaut la tranchée devant nous. Maintenant, je savais pourquoi j'avais atterri si doucement quand j'ai sauté. À environ 250 mètres sur la gauche, il y avait une tranchée anglaise. À droite, la route de l'Eusseloir était toujours en notre possession. Une tempête de fer sans fin est venue hurler sur notre tranchée. Enfin, à 10 heures, notre artillerie a commencé à tirer. 1, 2, 3, 5, et ainsi de suite. Maintes et maintes fois, un obus anglais éclatait dans les tranchées anglaises devant nous. Les pauvres diables sortaient comme des fourmis, et nous sommes jetés sur eux. En un éclair, nous avions traversé les champs devant nous. Et après de sanglants combats au corps à corps, à certains endroits, nous avons jeté l'ennemi d'une tranchée à l'autre. La plupart d'entre eux ont levé les mains au-dessus de leur tête. Quiconque refusait de se rendre était fauché. Donc là, une nouvelle façon de voir Hitler, c'est que il laisse sous-entendre qu'il a pu participer au combat. Mais comme les historiens disent, il suivait en fait. Donc il suivait les Winterbergeois, eux ils prenaient les tranchées et lui son régiment, ils allaient à la suite. Donc il parle qu'il y a eu des combats au corps à corps à droite à gauche, mais lui il dit pas directement qu'il a pris part au combat au corps à corps. Il laisse sous-entendre dans sa lettre qu'il a pu participer, mais il semblerait que lui il suivait derrière. Enfin bon, t'es pas à l'abri de se prendre une balle ou de se retrouver en corps à corps,
valait mieux pour lui parce que vu comment il était maigre, il n'aurait pas fait long feu face à un Anglais d'1m80, 90 kg. Donc c'est juste une façon aussi pour dire, Hitler généralement, quand il parlait de son entourage, il laissait souvent sous-entendre des choses. Donc il disait une chose, après il laissait les gens réfléchir, il s'imaginait des choses. Donc en gros on peut pas dire qu'il ment, parce qu'en fait il dit pas la chose, c'est les gens qui se font des films. Mais enfin bon, à ce moment-là on peut pas dire vraiment que c'est un planqué, parce qu'il sort à découvert et ils se font tirer dessus de tous les côtés. Donc alors, enfin nous avons atteint la route. À droite et à gauche de nous, il y avait une petite forêt. Nous avons été à droite. Nous avons tous jeté hors de cette forêt. Puis nous avons atteint la forêt où la route prenait fin. Sur la gauche, il y avait plusieurs fermes, tous occupés. Il y avait un feu nourri. Devant nous, des hommes tombés. Notre major est venu, assez courageux et filmant calmement, avec son lieutenant. Le major a vu la situation d'un coup d'œil et nous a ordonné de nous rassembler des deux côtés de la route pour un assaut. Nous avions perdu des officiers et il n'y avait pratiquement plus de sous-officiers. Alors nous tous, chacun de nous qui marchait encore, sommes repartis en courant chercher des renforts. Je suis revenu une deuxième fois avec une poignée de Wittenbergeois errants. À ce moment-là, le seul officier était le lieutenant. Nous étions absolument furieux, et nous avons tous crié « Herr lieutenant, menez-nous contre eux !» Nous avons donc avancé directement dans la forêt, en nous déployant vers la gauche, car il n'y avait aucun moyen d'avancer le long de la route. Nous avons attaqué 4 fois, et 4 fois nous avons dû être obligés de battre en retraite. De mon groupe, il ne restait plus qu'un seul homme en plus de moi. Puis lui aussi est tombé. Un tir a arraché toute la manche gauche de ma tunique, mais par miracle, je suis resté indemne. Enfin, à 2 heures du matin, nous avons attaqué pour une 5e fois, et nous avons pu occuper la ferme, à la lisière de la forêt. À 17 heures, nous sommes rassemblés et avons creusé à une centaine de mètres de la route. Donc voilà un exemple des premiers combats d'Hitler, sachant qu'il n'en fera pas beaucoup parce qu'après deviendra estafette, mais c'est quelques jours pour dire qu'il a été en première ligne. C'est durant aussi cette première bataille d'Ypres que le colonel List, donc le colonel du régiment, trouva la mort. Donc après il donnera son nom au régiment. Donc Hans Metz dira « En route pour voir le colonel List, qui s'est engagé dans la mise en place du quartier général dans un château de Gevult capturé, je vis 3 obus anglais lourds casser le bâtiment. » Donc alors il faut penser certainement que les Anglais avaient pris les coordonnées du château avant de le quitter, et bon, ils ont dû se douter que les Allemands ils allaient rentrer, ils allaient mettre un commandement là-dedans, parce que bon, c'est un officier, les officiers ils aiment bien le luxe, surtout qu'un château ça a de la place, donc bon, les Anglais ils ont envoyé 3 obus dans le château. Donc Hans Metz dira « Je ne pouvais plus rien voir, je ne pouvais plus respirer à cause de la poussière. J'entendais des cris venant du château. Quelques opérateurs télégraphiques se sont immédiatement précipités au secours des blessés. Aussitôt on a crié « Le colonel List est mort ». Dans mon horreur, j'ai laissé mon cheval sans surveillance, et j'ai sauté sur le côté du colonel List. J'ai pu voir du sang jaillir de sa bouche. Le brave commandant, qui était un véritable chef de file de ses troupes, n'était plus. Donc voilà pour la mort du colonel List. Adolf Meyer, un soldat aussi du régiment, dira « Seuls quelques régiments ont dû donner un tel bilan sanguin lors de leur premier combat. Après 3 jours de combat, le fier régiment de List avait fondu en un bataillon. Plus de la moitié de ses officiers avaient été tués, y compris le courageux chef de régiment, le colonel List, abattu par un coup direct dans la ligne la plus en avant. » Un autre fantassin dira « Le régiment avait changé en apparence, mais pas seulement le régiment, les hommes aussi. Nous ne portions plus nos casquettes de milice, avec lesquelles nous étions partis au combat. Il y avait suffisamment de casques à pointe sur le champ de bataille d'Ypres. » Donc c'est à ce moment-là que le régiment de List récupère les casques à pointe qui traînaient. Donc les Allemands appelleront première bataille d'Ypres le massacre des innocents d'Ypres. Pourquoi ? Parce que la plupart des victimes de guerre étaient un mélange d'unités de réserve et des jeunes inexpérimentés et mal entraînés, comme le régiment d'Hitler. Donc le 3 novembre, Hitler est promu Gefreiter, à compter du 1er novembre. Donc beaucoup de gens disent que c'est caporal. Il faut savoir qu'en fait Gefreiter c'est un grade qu'on n'a pas dans l'armée française, c'est pour ça qu'on dit caporal. En fait il était plus en gros suppléant du caporal, le second du caporal. Donc comme je disais c'est un grade qu'on n'a pas dans l'armée française. Pourquoi ? Bon aussi parce que justement on est parti à l'assaut, ça ne devait pas être un planqué. Et aussi il y a eu beaucoup de pertes, donc il fallait redonner des grades aux gens en attendant les nouvelles recrues. Donc avec ces quelques jours de combat, il était vétéran aux yeux des nouvelles recrues qui allaient arriver. Donc le 9 novembre 1914, Hitler est muté au QG du régiment et il devient estafette. Donc ils sont 8 dans son groupe. Estafette en fait c'est le gars qui transmet les messages d'un régiment à un autre, d'un régiment à la division, du chef du régiment à des compagnies. Donc ils peuvent transporter leurs messages de toutes les manières, aussi bien à pied, en vélo, à cheval, en moto, tout ce qui permet de mener à bien la mission. Donc à partir de cette date, Hitler ne sera plus vraiment confronté au combat de première ligne, il sera toujours tiré dessus. Donc le 15 novembre, juste après minuit, le régiment d'Hitler est mis en position dans un bois pour une attaque prévue à 7 heures dans une zone sous contrôle français, près de Wittscheid. Le régiment d'Hitler a reçu un nouvel officier à la place du colonel List, donc c'est le lieutenant-colonel Philips Engerhardt, qui est chargé de cet assaut en son premier jour de commandement. Donc dans une lettre en 1932, ce lieutenant-colonel dira qu'il est sorti des bois pour coordonner une attaque avec un groupe et que c'est là qui a été pris sous le feu ennemi. D'après les soldats qui l'accompagnaient, ils ont dit les gars ils étaient en retard, il est sorti pour voir ce qu'il faisait et il s'est fait tirer dessus.
Donc il s'est fait tirer dessus par des mitrailleuses et par des armes d'infanterie, et il s'est caché dans un fossé. Donc là, Hitler, Bachmann et 2 autres estafettes parlent entre eux, ils se sont dit on vient de perdre un officier, on va pas en perdre un deuxième aussi rapidement. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont progressé par bonds, et ils ont attiré un peu le feu ennemi sur eux, pour justement pouvoir dégager l'officier du ravin et le ramener en sûreté. Donc de cette histoire découle l'obtention de Hitler de la croix de fer. Donc même l'histoire de la croix de fer d'Hitler est un peu morbide. Donc le 17 novembre, le lieutenant-colonel Philippe Engerd, donc le mec qui a échappé à la mort, rassemble dans son abri 4 commandants de compagnie ainsi que des estafettes. Hitler lui sort de l'abri 5 minutes plus tôt, parce que justement comme il doit recevoir la croix de fer, il n'est pas admis dans l'abri. Et cet abri est touché par un obus. Il faut certainement penser qu'un observateur a dû voir les allées et venues des Allemands pour pouvoir tirer un coup au but aussi facilement. Donc bilan, le lieutenant-colonel Philippe Engerd, lui, il est gravement blessé par des éclats d'obus. Les 4 commandants de compagnie de l'abri sont morts. Et sur les estafettes, il y a 3 morts et un blessé grave. Le 20 novembre, le régiment d'Hitler est retiré du front. D'après les rumeurs que les soldats entendent, ils seront transférés sur le front de l'Est. Le 2 décembre, Hitler, Bachmann et les 2 autres estafettes reçoivent la croix de guerre 2e classe, en raison de leur implication justement dans le sauvetage du lieutenant-colonel. Un lieutenant du 16e régiment, le lieutenant Bruno Horn, dira aussi d'Hitler, à des moments particulièrement dangereux, on me demandait souvent des volontaires. Et à ce moment-là, Hitler faisait régulièrement du bénévolat, et sans hésitation. Si Adolf Hitler avait été promu au grade de sergent, le régiment aurait perdu l'un de ses meilleurs messagers. Donc à partir du moment où Hitler a sa croix de fer, ses camarades de combat, il l'appelle plus le soldat lassé, et il l'appelle Adi, qui est son surnom de toujours. Quand il était avec son ami Rudy, il se faisait appeler Adi et Rudy. Et quand il était petit aussi, ses sœurs l'appelaient Adi. Donc c'est un surnom qu'on donne à Adolphe, comme par exemple André, on dit Dédé, et Adolphe, ça doit être Adi. Et ses camarades, ils le surnomment aussi l'artiste, parce qu'il passe son temps aussi toujours à peindre. Le 4 décembre, Hitler écrit à la famille Popp et il dit justement que le jour où il a reçu la croix de fer était le jour le plus heureux de sa vie, mais que malheureusement la plupart de ses camarades ont également trouvé la mort. Il demande aussi à la famille Popp de garder des articles dans les journaux de la bataille en question. Il dira « Je veux le conserver pour des souvenirs si le Seigneur épargne ma vie ». Il faut savoir qu'Hitler est croyant, peut-être pas pratiquant, mais croyant. Son père justement, à chaque fois qu'il déménageait, comme il était douanier, ils ont déménagé souvent, donc à chaque fois il le mettait à l'église, il était enfant de cœur. On y reviendra plus tard, mais dans beaucoup de ses allocutions, on dira, quand il parle devant le public, il dit souvent Seigneur, il parle de Dieu. Mais on y reviendra plus tard sur ses croyances. Le 11 décembre, le régiment List reçoit des nouvelles recrues, parce qu'ils étaient à l'origine 46 officiers, 3097 soldats d'autres grades et 180 chevaux. Et à ce moment-là, ils sont 21 officiers, 1432 soldats d'autres grades, ils n'ont plus aucun chevaux. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment morflé. Donc à partir de cette date, ils reçoivent des renforts pour justement se remettre en unité de combat. Ils sont en mode comme les alliés d'en face, ils commencent à creuser des tranchées. Donc les soldats diront que la pluie tombait sans cesse et l'eau a commencé à s'accumuler dans les tranchées jusqu'aux genoux. Cela rendait les travaux de réparation difficiles mais coûteux en termes de vie. Donc les soldats diront aussi que les travaux de réparation étaient difficiles et coûteux en vie humaine. 5 hommes engagés dans le sauvetage d'une tranchée sont morts dans son effondrement. 8 ont été grièvement blessés et 5 légèrement blessés. À partir du 15 décembre, le régiment subit des barrages d'artillerie continus. Le régiment est mis en alerte, ils attendent une offensive britannique, qui n'aura jamais lieu. Le 19 décembre, un obus tombe sur le premier bataillon du régiment d'Hitler, il tue 4 personnes et fait 26 blessés. Quelques jours plus tard, un autre obus atterrit à proximité de soldats et les enterre vivants. 13 soldats sont tués. Le père Norbert, le meunier, dira « Certains soldats blessés gisent pendant des jours sur les champs, exposés aux tirs d'obus, sans être retrouvés. Une fois les blessés placés dans les postes de secours, ils doivent se retrouver dans des caves humides ou des maisons détruites en raison de la difficulté de l'évacuation. Ils sont abandonnés aux tirs d'obus et une exposition défavorable. » Hans Med dira « Lors d'un voyage à Lille, j'aperçus un soldat debout avec son fusil à ses pieds. Je reconnus immédiatement Adolf Hitler. Il était devant 2 morts auxquels il semblait très intéressé. Il devait sentir que je l'observais, car il tourna la tête et me regarda. Il resta à côté des morts. Il m'a certainement reconnu, parce qu'il est resté là et il me regardait comment j'allais traverser ce champ de cratère. Le lendemain, je lui ai demandé ce qu'il trouvait de si intéressant aux morts. Hitler répond. J'ai jeté un coup d'œil à 2 morts sur lesquels l'herbe poussait déjà. Med suggéra qu'il n'était absolument pas nécessaire de rester dans cet endroit. Hitler dira « Cavalier Med, tu prends soin de toi et je prends soin de moi ». Donc ça c'est une histoire de Med pour dire que Hitler était un peu morbide. Donc après on sait pas vraiment pourquoi Hitler a regardé les morts, est-ce qu'il était fasciné ou est-ce que c'était plus par dégoût. Parce qu'il s'est dit aussi que Hitler n'avait pas vraiment exprimé ses sentiments. Il faisait des actions en fonction de ses sentiments et il avait du mal à les exprimer. Un autre soldat, Ignaz Westen Kirchner, dira « Ce que j'ai remarqué en premier, c'était son attitude non militaire et son léger accent autrichien.
et surtout qu'il était une personne sérieuse qui avait manifestement traversé beaucoup de choses dans la vie. Adolphe était le genre sérieux, toujours occupé par des affaires sérieuses. Il pouvait parler de tout avec nous. Simple soldat, nous avons été très impressionnés et nous l'avons adoré. Hitler a toujours été celui qui nous soutenait lorsque nous nous découragions. Il nous a aidés à continuer quand les choses étaient au pire. Donc 25 décembre 1914, premier Noël de guerre. La pluie tombe de nouveau et elle fait un froid glacial. Ignace von Tiercer, encore lui, demande à Hitler: n'avez-vous personne chez vous? N'y a-t-il personne pour vous envoyer des choses? Parce que justement les soldats recevaient des colis de leur famille pour ce Noël. Hitler répondit non, seulement une sœur. Donc là sur cette photo il est tout à gauche. Donc j'ai mis cette photo parce que on est un peu en repos. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc c'est fini pour cette fin d'année 1914. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour l'année 1915. Je vous souhaite à tous une bonne journée.